Bienvenue à Clermont-Ferrand pour le 30e championnat du monde de pétanque en triplette. De l'adresse, de la joie, de la tension, de la tristesse pour quelques centimètres qui manquent et du bonheur pour l'adversaire pour ces mêmes centimètres. Parfois la joie commune des vainqueurs et des vaincus. Nous avons vécu tout cela pendant ce 30e championnat du monde de pétanque. Jusqu'à l'explosion finale de joie pour les grands vainqueurs, les champions du monde 1994. C'est donc à Clermont-Ferrand, au pied des volcans d'Auvergne, qu'a été organisée cette 30e édition du championnat du monde. La ville de Clermont-Ferrand et sa cathédrale en pierre volcanique nous attendaient. Toute la ville a vécu pendant 5 jours à l'heure de ce championnat du monde. Ce championnat s'est déroulé dans la magnifique maison des sports au centre-ville et tout a commencé par le traditionnel tirage au sort des groupes du championnat qui regroupait les équipes de 33 pays. Un cérémonial bien huilé, les équipes tirent d'abord leur ordre de tirage au sort et ensuite leur emplacement dans le tableau des groupes. Pour la cérémonie d'ouverture, nous avons bénéficié de la présence de l'école de cyclisme acrobatique de Clermont-Ferrand, avec des démonstrations par le champion de France minime et son second. Également, bien sûr, les musiques folkloriques et les danseurs auvergnats. Le tout clôturé par le traditionnel défilé des équipes, joueurs et délégués confondus par ordre alphabétique. La France fermant traditionnellement la marche. Et l'ouverture des Jeux, prononcée par le président de la Fédération internationale, M. Henri Bernard. De la Fédération française, vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à Clermont-Ferrand. Je déclare donc ouvert le 30e championnat du monde de pétanque 1994. Le lendemain à midi, réception à la mairie de Clermont-Ferrand par Madame André. Et un peu ému d'accueillir ici ces 30e championnats du monde de pétanque. Parce que notre ville
a une relation un peu privilégiée quand on la regarde de loin, vue de chez vous, de vos pays, mesdames et messieurs, peut-être de Thaïlande ou de Singapour ou des États-Unis. On peut se demander, Clermont-Ferrand, c'est où? Clermont-Ferrand, c'est au cœur de la France. C'est au cœur d'une région magnifique. Et j'espère que vous aurez un tout petit peu de temps, que vous avez peut-être pour certains, m'a-t-on dit, déjà pris le temps d'aller lancer quelques boules dans quelques villages, dans quelques concours. Et je sais que vous découvrirez cette région, cette ville d'abord, cette région ensuite. Vous êtes ici comme des amis et je vous souhaite la bienvenue. Madame André, ancien ministre, est le premier adjoint chargé des sports de M. Quillot, sénateur-maire de la ville de Clermont-Ferrand. Jeudi après-midi, début des compétitions avec les rencontres des groupes. Des groupes de 8 ou 9 équipes dans lesquels chacun rencontre tous les adversaires, seuls les 2 premiers étant qualifiés pour la suite de la compétition. Ici, la première partie de France 1 avec Michel Briand au tir et qui frappe. Il joue avec Christian Fasino et Jean-Marc Foyot. Poule D du championnat du monde. Au terrain numéro 1, Tunisie 1, Algérie 2. Ici, nos amis d'Espagne, la deuxième fédération sur le plan international en nombre. Monsieur Jean Battini, l'un des 3 arbitres internationaux chargés d'arbitrer le championnat. Un terrain assez technique au point et qui n'autorisait pas le tir à la rafle. Il a été spécialement aménagé dans la maison des sports de Clermont-Ferrand, à l'emplacement même où jouaient les fameuses demoiselles de Clermont, basketteuses internationales il y a quelques années, grâce à la compétence des services techniques de la ville. Dès le premier jour, beaucoup de public, surtout pour suivre les équipes de France. Et on a joué à guichet fermé le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Les Américains ont fait le déplacement. Les Japonais aussi, présents depuis une dizaine d'années. Les Thaïlandais également, qui ont déjà été vice-champions du monde et champions du monde chez les féminines et chez les jeunes. Encore un peu d'effort de style à faire chez nos amis japonais. Pour le Portugal, ce n'est que la deuxième participation, une jeune fédération. Pour la première fois, il y avait 2 équipes d'Australie, ainsi qu'une équipe d'Irlande. Pour la plupart de ces pays, le championnat du monde est l'unique occasion de se frotter aux grandes équipes internationales. La France, le Maghreb, la Thaïlande. L'équipe de France 1, actuellement en compétition, allait remporter facilement ces 7 parties de groupe, comme les 2 équipes de France d'ailleurs, les champions du monde en titre et l'équipe de France 2.
En revanche, les Italiens, eux, n'allaient pas sortir des groupes. Ils ont été plusieurs fois champions du monde, mais ils ont du mal à renouveler leurs effectifs. Les équipes sont souvent les mêmes. Alors que dans la plupart des pays, ce sont de jeunes joueurs qui arrivent sur le devant de la scène, notamment dans les pays scandinaves. Les Allemands, où la pétanque progresse énormément, plus de 30% l'année dernière. Les champions du monde en titre, également vainqueurs en 91, et finalistes l'année dernière, Michel Passot, Georges Simoes et Philippe Quintet. Pour eux, des tours de groupe sans grand problème, ils sont encore donnés favoris cette année. Ici pourtant face à une très bonne équipe d'Algérie. Il y avait deux féminines dans ce championnat du monde, une chez les Américains et l'autre chez les Japonais. Philippe Quintet ici en action est co-recordman du tir, ayant frappé 992 boules sur 1000, record qu'il détient conjointement avec Christian Fasino, l'idole locale. Nos cousins d'outre-Atlantique, les Canadiens, étaient là aussi avec de jeunes joueurs. Grosse fédération, surtout au Québec. Le tireur canadien qui était encore junior l'année dernière au championnat du monde de Casablanca. L'Algérie, toujours à la pointe parmi les équipes en forme. Troisième l'année dernière et encore présent cette année. Le Sénégal pour l'Afrique noire. La Suisse, qui a du mal à se remettre au niveau d'il y a quelques années, où ils ont enlevé plusieurs titres de champion du monde. Les Belges, eux, sont venus avec deux équipes très fortes, qui font impression tout au long du tournoi. La Guinée, comme la Norvège, la Suède. Tous ces pays se sont affrontés pendant une journée et demie, tard dans la soirée du jeudi et du vendredi, pour gagner l'honneur de participer aux poules qualificatives au quart de finale. Les autres équipes ayant fait un tour dans la Coupe des Nations, une sorte de consolante fort prisée par les petits pays. Pour gagner en rapidité, la table de marque avait inauguré un nouveau système qui a parfaitement fonctionné, comme d'ailleurs tout le reste de l'organisation dont nous parle son président. Bonjour, vous êtes le président de cette compétition, c'est vous qui avez tout mis en place au niveau technique. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment tout ça s'est fait. Eh bien, l'organisation par elle-même sur le plan technique ne pouvait être réalisable déjà qu'avec l'appui des services techniques de la municipalité, que je tiens par la même occasion à remercier. Les terrains sont remarquables, les joueurs eux-mêmes en sont très satisfaits, et puis toute l'infrastructure mise à notre disposition pouvait justement nous permettre d'envisager de faire une belle compétition, avoir un beau et bon public qui se confirme actuellement, des délégations très sympathiques et nombreuses qui sont venues nous joindre. Nous réussissons à Clermont-Ferrand aujourd'hui
disons, le sommet de la pétanque, puisque pour la première fois, nous avons pu accueillir 36 nations. Nous avons quand même 68 équipes qui ont participé. C'est un record, je crois, dans le championnat du monde. Non, oui, parce que le plus gros précédemment, je crois que c'était la Thaïlande l'année dernière avec 57 équipes. Les gens sont venus en France, je pense qu'ils garderont un excellent souvenir de Clermont-Ferrand. Nous avons, avec mon comité d'organisation et puis tous les bénévoles, nombreux, parce qu'on est à peu près, là vous voyez, sur le site, on doit être à peu près 80 à 100 actuellement. Nous avons réussi, je pense, à réaliser ce que nous espérions et envisager de montrer la pétanque sous un angle qui est peu connu du grand public. La boule JB fut créée par M. Jean Blanc, créateur de la boule de pétanque en acier. Cette pièce d'archive date de 1929, faite à Montbrison dans la Loire. Et c'est de là que démarra toute la boule JB. Oui. Et toutes les boules ont pris fonction de cette création. À l'issue des parties de groupe du jeudi et du vendredi, puis des poules qui réunissaient les équipes 4 par 4, 8 équipes sont qualifiées pour les quarts de finale et le tirage au sort est effectué sur place le samedi à 19h. Chaque délégué vient tirer pour son équipe et remplir la feuille de match. Le président Bernard lui-même ouvre les enveloppes choisies par les chefs de délégation. Tout le monde redoute l'affrontement entre équipes de France puisque les 3 sont qualifiés à ce stade de la compétition. Le premier quart de finale va opposer la Belgique à la Tunisie. Vont être opposées 2 équipes de haut niveau, les Belges qui figurent parmi les favoris de ce championnat du monde et les Tunisiens dont certains ont déjà été champions du monde et qui ont été 2 fois finalistes du trophée Canal+, lequel a rendu célèbre notre ami Momo, Mohamed Ferjani, le tireur de l'équipe tunisienne et son fameux coup de poignet. Monsieur Mauger, l'arbitre international suisse, qui a officié aussi pendant ce championnat du monde, avec messieurs Lafitte et Battini. Chez les Belges, Joël Marchandise, puis aussi champion du monde, vice-champion du monde chez les juniors. Dans cette partie, les Belges ont démarré très fort, prenant rapidement la tête 5-0. À ce moment, les tribunes sont pleines. Les 5500 places sont toutes occupées. Cela a même obligé les organisateurs à mettre en place des sièges supplémentaires et à ouvrir des possibilités afin d'éviter une émeute le samedi et surtout le dimanche. Vraiment un grand succès populaire. Malgré Tarek Lakili, Claude Weibel, un tireur efficace, permet à la Belgique de poursuivre sa marche en avant et de continuer à mener 7-0. Inquiets les Tunisiens, surtout que Michel Van Campenhout a bien pointé jusqu'à présent. Et ce n'est qu'au moment où il va un peu lâcher prise que les Tunisiens vont revenir dans la partie et se rapprocher des Belges jusqu'à 7-8. C'est là qu'au 3e jour de la compétition, il faut avoir les nerfs solides pour ne pas craquer. C'est bien le cas de Tarek Lakili, pointeur aguerri qui en a vu d'autres. Et de Joël Marchandise au tir. Toujours efficace. Et là, Mohamed Lakili, lui, ne peut pas couper le 13e point des Belges qui se qualifient pour les demi-finales.
Monsieur Van Kampenhout de Belgique, votre équipe vient de se qualifier pour les demi-finales. Formidable match. Bah oui, bon, c'est toujours des matchs où il y a énormément de pression. On a très bien attaqué la partie. Ils sont bien revenus en milieu de partie, mais bon, je pense qu'on a été plus régulier qu'eux. Et puis voilà, on a gagné et je suis heureux. Dans le deuxième quart de finale, l'Algérie affronte le Luxembourg, dont la présence à ce stade est une petite surprise, car les Luxembourgeois ne sont pas en général au meilleur niveau sur le plan international. Ils ont pourtant opposé une bonne résistance en début de partie. Mais rapidement, les Algériens vont prendre le dessus. Malgré tout, un excellent résultat pour nos amis luxembourgeois, dont le principal responsable, M. Conter, était également responsable de la table de marque. Malgré un bon niveau de jeu chez les Luxembourgeois, les Algériens, eux, vont faire le plein. Ce qui laisse un peu perplexe nos amis du Luxembourg. Inexorablement, l'Algérie se détache. On signale également que la police se présente à la porte. Encore une superbe frappe du tireur algérien. Et on se félicite en claquant dans les mains à la manière des volleyeurs ou des hockeyeurs. Certes, pendant ce temps, le public se passionne pour un autre quart de finale dont nous allons parler. Mais cela n'empêchera pas les Algériens très complets de l'emporter par 13 à 5. Bientôt le dernier point. Dans le troisième quart de finale, France 2 va avoir une partie très difficile contre l'équipe 1 du Maroc, qui comprend deux anciens champions du monde, Es Safri et Alouani, qui est l'un des meilleurs pointeurs du monde, surtout lorsqu'il s'agit d'envoyer la boule en portée, en action d'entrée. Malgré le soutien du public, un début difficile pour l'équipe de France. Des frappes, ici Michel Briand, mais pas de carreau. Alors qu'en face, Es Safri fait le point et Alouani toujours dans le but. Christian Fasino, l'idole locale, un des joueurs français les plus titrés au niveau national et international. Ici pour un carreau sur la boule d'Alouani. Mais carreau immédiatement rendu par Es Safri. Toujours en bras et félicité par ses coéquipiers. Très concentrés, très volontaires les Marocains.
Beau point de Fasino, belle frappe d'Essafri. Les Français ont été menés 8-0. Ils ont alors réussi à marquer les points et Jean-Marc Foyot a décidé de raccourcir le jeu, ce qui a complètement désorganisé les Marocains. À 6 ou 7 mètres, on a alors assisté à une pluie de carreaux de Michel Briand et Christian Fasino. Et même de Jean-Marc Foyot, en principe le pointeur de l'équipe. Les Marocains ne vont plus voir le but. Et de 8-0, ils perdront 13-8 sous les acclamations du public pour cette équipe de France 2 qui ne s'est jamais découragée. Et l'affrontement redouté entre deux équipes de France, les champions du monde en titre, et l'équipe de France 1 avec Michel Loy, Alain Bidot et Didier Choupet. Malgré ce carreau de Michel Loy, le départ fut conforme au pronostic et voit l'équipe championne du monde se détacher rapidement. « 4-0 d'abord, puis 7-0, malgré les efforts de Didier Choupet et son tir spectaculaire avec le bras bien vertical au-dessus de la tête et sa sortie de côté avec un coup de poignet qui donne une rotation importante à la boule, lui permettant de faire beaucoup de carreaux. Petite remontée à 6-2 pour l'équipe de France 1. Mais très vite, les champions du monde reprennent la marque et se détachent à nouveau 9-2. C'est à 10-3 que se situera probablement le tournant de la partie. Alors que Georges Simoes est au tir pour 3, il réalise un carreau, ce qui lui faisait la gagne. Mais le but va sortir, privant l'équipe des champions du monde de leur victoire. Derrière, France 1 a entamé sa remontée. 7-10, puis 9-10 sur cette semaine. Il y a une nouvelle chance pour Philippe Quintet à 10-9. Il avait réussi à frapper la boule, mais en faisant casquette et redonnant le point d'égalisation à France 1, 10-10. Et sur la main suivante, trou de Passo, mauvais appoint de Georges Simoes et Philippe Quintet est obligé de partir au but, que nous venons de le voir manquer. Et malgré cette frappe de Michel Passo, un match incroyable, une remontée fantastique, la beaucoup d'émotion dans le public et dans les joueurs. Oui, une partie comme on en voit très peu, une grosse partie avec une grosse tension et où on perd très peu de boules et ça joue à pas grand chose. Comment est-ce que vous pensez que ça va se passer avec l'autre équipe de France comme je le vois maintenant? Ben, c'est bien, maintenant il reste encore 2 parties à gagner, on verra demain. Hein. Je vous remercie à tous, bonne chance messieurs. Eh bien Alain Bidot, demain c'est aujourd'hui avec les demi-finales. Les deux équipes de France ont réussi à s'éviter au tirage au sort. Et la première demi-finale oppose l'Algérie à France 1. D'entrée, on joue à 10 mètres et M. Lafitte est obligé de vérifier la bonne distance du but.
trop long pour les Algériens, qui essayent d'emblée de se mettre hors de portée des tirs des Français. Mais en fait de partie, il n'y aura point, puisque les Français vont faire pratiquement le plein, alors que les Algériens ne vont rien réussir du tout, eux qui avaient été si brillants la veille. Ni point ni tir. Ils ne frapperont qu'une seule boule durant toute cette partie. Et face au carreau de Didier Choupé, puis de Michel Lois, c'est en 4 mènes qu'ils vont se détacher et l'emporter en infligeant aux Algériens une cinglante Fanny, 13-0. Très soucieux les Algériens, il y a de quoi. 5-0, puis 9-0 à la fin de cette semaine. Et toujours des trous. On a beau changer de tireur, le résultat est le même. Et Alain Bidot n'a qu'à ajouter. Tout comme Michel Lois, toujours impérial emporté lui aussi. Les Algériens s'accrochent, mais il manque toujours un petit quelque chose. Quelques centimètres. Aussi bien au point qu'au tir, ici légèrement à droite. Mais rien ne passe. Et sur cette dernière frappe de Didier Choupé, la France passe à 12-0. La seule boule frappée par les Algériens dans cette partie. Tentative de devant de boule pour se sauver. Et cette fois, c'est bien fini. L'équipe de France 1 est donc en finale. Sans grande difficulté sur la partie, mais il fallait rester concentré. Ton équipe a encore une incroyable victoire, 13-0. Ça concrétise les espérances du public. Comment ça s'est passé ? Ouais, vous avez bien vu le déroulement de la partie. Au départ, il y a une énorme pression. Et bon, celui qui n'arrive pas à supporter la pression, ben, il peut craquer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça aurait pu aussi bien être nous. Et à la sortie, ça a été eux. Et la pétanque, des fois, ça se joue à pas grand-chose. À pas grand-chose, mais peut-être pas sur cette partie. Par contre, pour la seconde demi-finale, la France 2 et la Belgique vont nous offrir une véritable partie d'anthologie.
D'entrée, le ton a été donné. But à 10 mètres. Magnifique à point français. Beau tir de Claudie Weibel. La première main sera tout à l'avantage des Belges, qui en fin de main auront 3 boules contre une seule aux Français et la possibilité de faire 4 ou 5 points. Heureusement pour l'équipe de France, ils n'en profitent pas et ne marquent qu'un seul point. Scénario inverse à la main suivante après ce beau devant de boule de Jean-Marc Foyot. Malgré cette frappe de Joël Marchandise. C'est la France qui marquera 2 points pour passer en tête. Michel Van Campenhout, toujours appliqué, qui aura fait un magnifique championnat. En face, Christian Fasino, peut-être un peu moins en verve que certaines fois, mais on a tellement l'habitude de le voir faire des choses extraordinaires que dès qu'il est simplement bon, on lui adresse des reproches. Ici, une reprise qui va compter. Les Français ont mené 4-2. Puis les Belges ont pris à leur tour l'avantage 5-4 sur cette main. Et nous sommes déjà à la 6e main de la partie. Toujours des coups parfaitement réussis. À point de Jean-Marc Foyot. Tir de Joël Marchandise. Tir de Claudie Weibel. Reprise de Christian Fasino. Un tir réussi par le pointeur de l'équipe, Michel Van Campenhout, dans un contre qui permet à la France d'égaliser. 5-5. En ce moment, sur un but joué très court par Jean-Marc Foyot à 6 pas, les Belges vont manquer une magnifique occasion. Ils auront tiré 6 fois. Mais leur pointeur aura manqué la première de ces 2 boules. La France faisant encore un point. Jean-Marc Foyot vient de réussir à nouveau un tir. Il aura été excellent tout au long de ce championnat. Et après un nouveau point concédé aux Belges, la France va marquer 3 mènes de suite et se détacher 10-6. Écart que l'on pense est décisif pour une qualification en finale. Mais les Belges ne vont pas se laisser faire. Ils vont s'accrocher, marquer point par point. Revenir au score. Et bien que les Français marquent encore 2 points, les Français ne pourront pas terminer et le score passera à 12-10. Le 12e point étant acquis sur ce tir où Joël Marchandise est encore malheureux et qui démarque alors qu'il avait frappé la bonne joue. On croit alors la victoire assurée pour l'équipe de France. Et quelques appoints approximatifs. Opposé à quelques belles frappes des Belges. Et le score se resserre. Ici, Claudie Weibel enlève ce fameux 13e aux Français. La main suivante, c'est Joël Marchandise qui, de sa dernière boule, vient reprendre un point impossible à 20 cm sur 2 carreaux des Français.
Mais la dernière main sera totalement à l'avantage des Belges qui auront en permanence 2 boules d'avance. Chaque boule compte. Une reprise de Michel Van Kampenhout. Un des rares loupés de Michel Briand. La boule est ensuite frappée, mais il ne reste plus qu'une boule à Christian Fasino. Contre 2 chez Cody Weibel. Encore faut-il que Christian repointe ce point délicat. La boule semble bien partie. Jean-Marc Foyot l'attend, elle avance. Mais elle est un peu courte. Joël Marchandise est le premier à réaliser. Il explose de joie. Cody Weibel, lui, ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. Après 3h45 de jeu, le score de 13-12 donne la victoire aux Belges. Christian Fasino est abattu. Le public est ravi malgré la défaite des Français. Joël, bien sûr, la pétanque, puisqu'il s'agit de triplette dans le cas présent, est une affaire d'équipe, mais si vous êtes qualifié, c'est un peu grâce à vous, car vous avez tiré vos copains d'un mauvais pas à un certain moment. Non, mais c'est comme dans tous les sports d'équipe. On gagne à 3, on perd à 3. Et je crois que avant-hier et hier, notre pointeur nous a traîné tout le long. Et nous y sommes arrivés. Et maintenant, c'est un peu à moi de les traîner. Mais je ne dois même pas dire qu'on les a traînés, car on a joué à 3. Les boules importantes, on les a jouées. Et c'est ça qui a fait notre réussite. Joël a raison, ils ont fait une partie magnifique, ils ont joué à 3. Ils ont d'ailleurs applaudi le public pour le remercier de sa sportivité, car n'oublions pas, nous étions en France contre une équipe de France. Et l'après-midi, pour la finale, c'est de nouveau la chasse aux places, comme le samedi, comme le dimanche matin. Nous jouons à guichet fermé. Malgré tout, les candidats aux places d'entrée attendent. Et ils ont raison, puisque l'organisation a la bonne idée, avec la ville de Clermont-Ferrand, de supprimer quelques places d'invités qui ne sont pas toujours pleines et de délivrer 200 billets supplémentaires pour autant d'heureux. Et malgré tout, cela ne fut pas suffisant, car il fallut encore faire rester des spectateurs potentiels dehors. Une grande première pour la pétanque, malgré les 5500 places assises de la Maison des Sports. Grande satisfaction donc pour tout le monde, y compris pour le président de la Fédération internationale et française de pétanque, Henri Bernard. Président Bernard, on vient d'assister à une très belle partie, à l'image de ces championnats du monde qui sont pour l'organisation tout à fait parfaites. Vous devez être un président satisfait. Oui, on peut dire que cette organisation est parfaite, dans un cadre idéal, avec un public très nombreux. D'ailleurs, on a refusé des places par suite, bien entendu, du manque de place. Il y a beaucoup de gens qui étaient venus, qui n'auront pas pu rentrer, mais qui auront regardé sur les écrans qui ont été mis aux alentours. Et nous venons d'assister là à une demi-finale entre la Belgique et la France, sensationnelle, puisqu'elle se termine sur le score de 13-12. On peut dire que nous avons peut-être eu une finale avant la lettre, je ne sais pas si ça on peut le dire, mais en tout cas on a eu une très belle demi-finale. L'équipe belge a joué superbement. L'équipe française à par moment a eu quelques petits, je ne dis pas des passages à vide, mais ils n'ont pas joué tous les 3 ensemble, ce qui peut-être leur a fait perdre 1 ou 2 points par-ci par-là qui leur a manqué à l'arrivée, comme on dit chaque fois, lorsqu'on perd 13-12, eh bien, il y a toujours un point qui a manqué dans une main précédente. Sinon, Président, ça fait 4 ans que Clermont-Ferrand attend ces championnats du monde. Je sais que c'était dur pour la France de les obtenir. Ça doit être une grande satisfaction pour la pétanque française. Ah oui, non mais ça, c'est certain que Clermont-Ferrand, la demande avait été faite en 1990. Après, le comité directeur de la Fédération française a indiqué à la Fédération internationale que c'était la ville de Clermont-Ferrand où cela devait se dérouler. Et le comité d'organisation, ici, en particulier le comité départemental du Puy-de-Dôme de la Fédération française, a tout mis en œuvre pour réaliser ce championnat. Certes, il y a eu le décès du président de l'époque, Robert Ouvry, mais il avait déjà préparé son équipe et ceux qui lui ont succédé ou qui ont continué sa tâche, puisqu'ils étaient déjà avec lui, mais on fait les choses comme il le désirait et on peut dire que c'est très bien avec une aide efficace de la ville de Clermont-Ferrand. Il faut le souligner, c'est sensationnel l'apport qu'a apporté la ville dans cette organisation.
Mais il faut dire que les services techniques sous la direction d'Yves Lair ont été fantastiques. Et notre ami Robert Aubry aurait été très heureux du succès remporté par ce championnat du monde. Et pour la grande finale, une surprise. Au moment de la présentation des équipes, l'arrivée de Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, Michel Alliot-Marie, qui restera jusqu'à la remise des prix après avoir assisté à toute la finale. Michel Alliot-Marie, ministre de la Jeunesse et des Sports, avec les joueurs Didier Choupet, Michel Loire et Alain Bidot. Présenté également à M. Roger Quillot, sénateur-maire de la ville de Clermont-Ferrand. Et le toss est fait entre les deux équipes par M. Henri Bernard. Égalité de chance parfaite au départ pour cette finale qui va se jouer en 15 points. D'entrée, avec un magnifique point d'Alain Bidot, la pression est mise sur les Belges. Mais pour Joël Marchandise, c'est aussi l'état de grâce. Son bras ne faiblit pas. Et il réplique par un beau palais. Reprise d'Alain Bidot. Et nouvelle frappe de Joël Marchandise. Michel Loire et Didier Choupet sont un peu écartés. Et les Belges vont en profiter. Bravo. Ils ajoutent. Ils marquent 3 points d'entrée. Bravo. La deuxième main est à l'image de la première. Des points d'Alain Bidot, des frappes de Joël Marchandise. Les Français ont tourné, Didier Choupet a joué au milieu pour essayer de renverser la tendance parce que les Belges avaient pris la tête 7-0. Ça leur permet de revenir, l'équipe de France, 7-3. Mais les Belges ont repris le dessus pour se détacher une nouvelle fois, 10-7. Le sens de la partie est toujours belge. Toujours un petit temps d'avance sur une boule 2 approximative des Français. Un des rares loupés de Joël Marchandise. Mais Michel Van Campenhout est là pour rétablir la situation. Didier revient en bras. Un exploit de Joël Marchandise alors que la Belgique a continué sa marche en avant 12-7. Sur une mauvaise main, il tire le but.
ce qui évite que les Français marquent 4 ou 5 points. Même scénario la main suivante. Bon appoint des Belges, mais beau carreau de Didier Choupé. Michel Van Campenhout un peu long. Seulement une léchette pour Joël Marchandise. Et encore un point perdu par Claudie Weibel. Les Belges rejouent leur va-tout. Joël repart un bouchon. Silence dans la salle, public très sportif. Ah, le but est de nouveau frappé, mais pas suffisamment. Et les Français ne vont pas laisser passer leur chance. Un carreau de Didier Choupé. Dernière boule des Belges. Un nouveau carreau de Michel Loy qui en plus éloigne la plus près des boules belges qui restaient sur le terrain. Des points à ajouter importants, surtout quand ils sont faciles. Alain Bidot le sait bien. Très concentré. Il compte 5 points et puis 6 après cette approche de Michel Loy. Et pour la première fois, l'équipe de France prend la tête 13 à 12. Dans une ambiance absolument survoltée. Les Belges ne vont pas s'en remettre. D'entrée, magnifique point d'Alain Bidot. Claudie Weibel a fait un trou. Il ne frappe qu'à sa seconde boule. Alain reprend. Michel Van Campenhout a perdu ce point. 2 boules d'avance pour les Français. Reprise à la deuxième. Michel Loy au point, envoie. Et c'est l'arrivée de ce 15e point qui donne le titre à l'équipe de France. Alain Bidot, court de joie. Didier Choupé saute. Michel Loy, lui, ferme les yeux et savoure son bonheur tout seul. La tension tombe. Et c'est avec les maillots arc-en-ciel que Michel Loy, Didier Choupé et Alain Bidot vont monter sur la plus haute marche du podium. Médaille d'argent pour l'équipe de Belgique et médaille de bronze pour l'équipe de France 1. Sacrée par Michel Alliot-Marie, qui remet aux vainqueurs les médailles d'or de champion du monde. France 1 qui a réussi à enlever la médaille de bronze à l'Algérie, malgré sa déception d'avoir perdu la demi-finale, ce qui est tout à leur honneur. Magnifique conclusion pour un superbe championnat.